Il était une fois, au XIe siècle, un seigneur nommé Effroi, fort pieux, ainsi que son épouse Béatrix d'Issoudun, avait fait le vœu de construire une abbatiale à Preuilly-sur-Claise. Par la suite, de nombreux hommes sont tombés sous le charme de cet édifice pour sa beauté et son intérêt historique. Le premier fut l'abbé Bourrassé, suivi de Carré de Busserolles, l'abbé Picardat, René Crozet, Roger Lezeau et Gérard Fleury. Laissant de précieux écrits nous permettant de mieux connaître notre abbatiale, l'abbé Picardat s'exprime ainsi. L'église de Preuilly constitue un immense musée chrétien où le théologien étudierait des mois entiers le dogme et la morale avec non moins d'intérêt que de foi. Ce film va vous faire découvrir des images inédites, des chapiteaux situés en hauteur, comme ceux de la nef et ceux des bas-côtés. Ceci grâce à des photos prises à l'aide de la nacelle communale qui a permis de s'approcher de ces chapiteaux, sans doute comme jamais cela n'avait pu être fait. Les créateurs de ces chapiteaux ont subi diverses influences, celle de Saint-Martin de Tours, à laquelle était rattachée l'abbatiale, influence berrichonne et poitevine qui, selon les auteurs des études, se retrouvent à Saint-Genoux, Fongombault, Saint-Benoît-sur-Loire, Saint-Pierre de Chauvigny et en Touraine à l'île Bouchard et à Loches. Denis, un sculpteur tourangeau du XIe siècle, renommé, aurait participé à la création de ces chapiteaux, ainsi qu'un certain Goffridus. Plus tard, l'érudit pruyassien Roger Lezeau édite une plaquette en 1981 où figurent de nombreux dessins et schémas. L'auteur dénombre 107 chapiteaux, plus 101 petits chapiteaux à l'intérieur et 124 chapiteaux à l'extérieur, soit au total 332 chapiteaux. Il conteste les jugements de non-authenticité. Celui-ci fait remarquer que la pierre utilisée est très blanche et le reste très longtemps. Ni le grattage et encore plus le remplacement de nombreux chapiteaux. Chapiteau haut du chœur. Chapiteau considéré comme authentique. Sur le premier chapiteau, au centre, l'ange annonce à la Vierge qu'elle va être mère. À droite, un saint abbé, identifié par sa crosse et son auréole, porte à sa main droite la règle de saint Benoît, qui sera appliquée dans cette église. Sur la face cachée, deux femmes sont enlacées, la Vierge et Élisabeth. Un buste de rongeur au-dessus du chapiteau à droite de la face principale ajoute une note pittoresque à la composition ainsi très romane. Sur le second chapiteau, les ouvriers bâtisseurs ont décidé de s'y représenter avec réalisme à l'heure du repas. Au centre, le chef portant la barbe puise avec une cuillère en bois ses fèves ou des raisins. Celui de droite fait de même, alors que celui de gauche détourne les yeux de dépit avec son sac vide. Ses pieds reposent sur la tête d'un lion. À gauche, un animal, la tête en bas, tente de s'en prendre au lion. À droite, un animal fantastique symbolise peut-être la sentence de ce que l'abbé Picardat appelle l'allégorie de l'abondance, l'avarice et la goinfrerie. Il était courant, selon Christian Jacques, que les sculpteurs transcrivent sur des chapiteaux des scènes de la vie courante. Sur le troisième chapiteau, on représente une dispute avec des masques terrifiants dans les angles, l'un tirant la langue, l'autre tenant la tête d'un personnage dans sa gueule. Au centre, deux hommes se battent, l'un tire la barbe de l'autre qui se défend l'arme à la main. Entre leurs jambes, une hélice corinthienne indique probablement pour Gérard Fleury le mouvement, alors que Roger Lezeau
y voit des bouteilles stylisées en spirale à la mode de l'époque. Selon l'interprétation, l'objet de la querelle est une gerbe de blé ou le résultat d'un excès de boisson. À droite, on devine un homme qui, avec une femme, se dispute un flacon de vin, selon Roger Lezeau. À gauche, une femme seule semble apeurée, s'abritant derrière son manteau. Chapiteau du chœur et du déambulatoire. Chapiteaux sculptés par Grasset en 1874. Leur relative jeunesse fait qu'ils sont considérés inintéressants par certains puristes. Ils n'en sont pas moins fort beaux. Ce semblent être des copies fidèles aux originaux et inspirées des chapiteaux voisins. Dans le livre « Le message des constructeurs de cathédrales », Christian Jacques apporte une nuance à cet avis de puriste. Le symbole ne livre pas ses secrets à qui l'étudie de l'extérieur, en érudit ou en homme de raison. Un marin n'étudie pas la mer dans les livres, s'il souhaite vraiment la connaître. De même, décrire un chapiteau, le dater, ne nous permettent pas d'entrer dans le symbole. À nous d'éprouver la chaleur vivante de cette pierre qui parle et surtout de modeler notre existence d'après les enseignements que nous avons tirés de notre dialogue avec le chapiteau. Il précise également, tant que nous croyons que les chapiteaux sont des pierres inertes, c'est que nous sommes victimes de notre propre inertie, imputable à la peur de dialoguer avec ce qui nous dépasse. Comment ne pas partager cet avis ici dans cette abbatiale? L'artiste utilise la symbolique de lion à tête retournée pour le premier chapiteau, agrémenté de multiples petits personnages. À sa base se trouve la collerette berrichonne. L'abbé Picardat voit plutôt un lévrier dans cet animal longiligne reproduit dans plusieurs chapiteaux, ce qui semble plus proche de la réalité. Le second, le plus travaillé, représente l'Eucharistie, fleur d'acanthe avec des oiseaux buvant dans un vase et griffons dévorant des serpents, thème que l'on retrouve dans la nef. Le troisième représente, d'après l'abbé Picardat, la joie, avec des têtes au centre et à la clé entourée d'une richesse de feuillage. Bas côté du chœur. Plusieurs chapiteaux, d'après l'abbé Picardat, traitent de la médisance, de la calomnie, notamment le premier avec des têtes vomissantes, celui à la tête de chat vomissant des tiges épaisses, encadrant des têtes humaines, et les deux mettant en scène des oiseaux au long cou. Christian Jacques explique cette symbolique. Nous devons suivre l'exemple de la grue au long cou quand nous prenons la parole, afin de transmettre notre expérience vécue. Si nous avions l'intention de parler contre quelqu'un, de nuire, les mauvaises paroles auraient été arrêtées par les sinuosités du cou de l'oiseau. Cela nous laisserait le temps de préparer une expression plus constructive. Ces oiseaux inspirent à l'abbé Picardat la réconciliation et l'amour du prochain. Ici aussi, plusieurs chapiteaux semblent récents, aux sculptures sobres et dépouillées, comme les deux chapiteaux de Lyon et celui symbolisant la paresse, avec un petit singe écartant les quatre pattes, encadré par deux personnages visiblement à la recherche de courage. Beaucoup sont agrémentés de grappes de raisins et de végétaux, ainsi que la traditionnelle collerette berrichonne. Gérard Fleury relève notamment 3 chapiteaux comme originaux, dont 2 très sobres avec des grappes de raisin, suivi de celui que l'abbé Picardat affecte à la paix, très chargé en végétaux et avec des têtes humaines ou animales à la clé.
nord. Le transept nord concentre les chapiteaux qui s'attaquent aux vices des hommes. Le premier représente 2 lions, peinant à absorber ce qu'ils ont dans leur gueule, retenant avec leurs pattes avant les reliefs de leur festin qui reposent sur un feuillage, ce qui symbolise pour l'abbé Picardat le péché de gourmandise. Ce chapiteau semblerait être une copie d'un ancien chapiteau. Le second chapiteau représente la luxure d'après l'abbé Picardat, composition complexe de monstres emmêlés. Les têtes des fauves sont d'un style commun en Berry. À droite, un animal à tête de poisson montre son sexe. D'autres sont enchevêtrés l'un dans l'autre. Plus à droite, on devine une tête d'humain. C'est pour Monsieur Lezault le personnage central de la scène, l'homme lubrique selon l'abbé Picardat. D'autre part, certains auteurs avancent que les sculpteurs de cette époque aimaient rire, intégrer tous les aspects de la nature et critiquer ce qui devait l'être. Comme ils ne coupaient pas l'homme en tranches, la sexualité s'intégrait de la manière la plus normale dans le répertoire des images. Le suivant comprend au centre et sous le dais une abaque échancrée classique végétalisée. Dans les angles, nous voyons des animaux chimériques. L'un crachant une langue feuillue, l'autre à droite, tenant ce que l'on peut penser être une boule dans sa gueule. Sur le côté gauche, un personnage, sans doute une femme, semble fuir la scène. Les suivants représentent des bustes ou des têtes humaines de types et d'époques différents. Transept sud, chapiteau récent. On remarquera de belles têtes de lion en angle. Le lion est souvent représenté. Christian Jacques nous donne une symbolique de cet animal qui montre la sagesse des artistes et des hommes du Moyen Âge. Daniel, le prophète, avait été jeté dans une fosse pour y être dévoré par des lions. Il ne succomba pas à la peur. Il se mit en prière, ne prêtant pas garde aux animaux, prêts à se jeter sur lui. La puissance qui émane de l'homme juste est telle que l'agressivité des carnassiers disparaît. Ils se placent autour de lui avec vénération. Dans notre fosse aux lions, au cœur de nos instants déchaînés, nous avons à faire preuve quotidiennement de notre qualité de dompteur, par le seul rayonnement de notre pensée. On remarquera aussi les 2 oiseaux qui se tournent le dos, le tout dans un style épuré et sobre qui ne laisse pas indifférent. Bas-côté nord. Sur ce bas-côté nord, nous voyons un premier chapiteau à masque d'angle vomissant à tête de chat. La majorité des chapiteaux ont pour motif des bandelettes ou rubans savamment entrecroisés, des décors géométriques ou des feuillages. Cette suite s'achève par un chapiteau au dessin dépouillé, chimères ailées à tête d'homme.
Bas-côté sud. Plus riche, ce bas-côté sud commence néanmoins lui aussi par 2 chapiteaux à masques d'angle vomissants assez semblables. Le premier à tête couronnée et le second de meilleure facture est un masque chauve. Nous nous attarderons sur le dernier, qui représente une scène de dispute pour Gérard Fleury, mais qui pourrait aussi représenter 2 lutteurs au combat. Agenouillés, ils se tiennent par la barbichette et semblent regarder leur public. Roger Lezeau va dans ce sens en précisant que la dame de gauche porte la quenouille humiliante pour le vaincu et que celle de droite tient une épée pour le vainqueur, épée que Gérard Fleury considère à juste titre être une croix à double traverse. À propos de controverses de ce type, Christian Jacques nous apporte encore un commentaire plein de sagesse. Par définition, une figure symbolique est inépuisable. 100 fois nous repasserons devant les chapiteaux d'Autun, les stalles de Saint-Bertrand de Comminges, les portails de Bourges, 100 fois nous retrouverons des significations nouvelles, de nouveaux chemins de la conscience. Sur le dernier chapiteau, 2 animaux que l'on peut apparenter à des taureaux sont en vis-à-vis, sculpture naïve. Voûte centrale. Le premier chapiteau met en scène 2 monstres à tête humaine, à queue de reptile. L'un jeune et l'autre barbu et plus âgé. La queue est décorée d'une ligne de perles. Sur leur dos, des excroissances que l'on peut penser être des bras sont dévorées par 2 monstres masqués situés sur chaque côté. Le chapiteau suivant met en scène, au centre, un personnage barbu et chevelu, un autel. Des enroulements décorent les angles. À droite, une femme suit un homme et semble se diriger vers l'autel. Le suivant propose 3 personnages, positionnés sous des arcades, le corps caché par des palmettes, supposées être des gerbes de blé. La date de 1766 est probablement d'un rajout lors de la restauration de la voûte. Pour les 2 suivants, des gerbes de blé stylisées occupent l'essentiel du centre du chapiteau, avec des têtes masquées sur chaque angle pour le premier. Le dernier met en scène 2 têtes humaines dans chaque angle, encapuchonnées à gauche. 2 poissons, gueules ouvertes, s'en prennent à la tête de gauche. La nef. Du haut de ses 15 mètres de hauteur, ces chapiteaux dominent la nef et sont, malgré leur hauteur, plus connus que ceux des bas-côtés. On commence par un végétal similaire à celui de Saint-Léonard de l'île Bouchard. On poursuit par une série de chapiteaux consacrés à des animaux et chimères divers. Animaux à collier en vis-à-vis vomissent des rinceaux qui génèrent la décoration du chapiteau, caractérisant le style du sculpteur Tourangeau Denis.
Des griffons à valeur de serpent, thème classique que l'on retrouve à l'île Bouchard et à Loches, considérés comme symbole du châtiment par l'abbé Picardat. Si les serpents sont certes des êtres redoutables, aptes à symboliser le châtiment dans la mythologie moyenâgeuse, on leur connaît d'autres qualités. Connaissant les profondeurs de la terre, ils sont détenteurs de grands secrets. Ils détiennent notamment les itinéraires qui conduisent au trésor caché, s'obéissant au tréfonds de notre conscience. Après 1000 ans d'existence, les serpents se transforment en dragons et veillent sur leurs richesses que découvrent les chevaliers au terme de leur quête. Oiseau buvant dans un vase est également un thème que l'on retrouve sur différents chapiteaux. Il s'agit en fait de quadrupèdes ailés, aux queues mordantes et aux têtes et coups d'oiseaux. Les coups sont revêtus de plumage, ou plutôt d'écailles, faisant apparaître le motif caractéristique, mais sans les perforations en trapèze. L'abbé Picardat désigne cet ensemble sous le vocable de l'Eucharistie victorieuse de la tentation. De chaque côté, un animal menaçant semble vouloir s'en prendre aux oiseaux. Chimères avec bonnet réunis par ce qui semble être leurs bras liés ensemble dont ils tentent de se libérer. Surveillés par 2 masques de diable d'angle, motif caractéristique. Sur les côtés, des têtes coupées. L'abbé Picardat y voit le symbole de la discorde. Le suivant, de facture médiocre, inspiré par des productions de Denis, représenterait des oiseaux entrelacés. Il est suivi par un chapiteau au décor de fleurs d'arôme et un autre composé d'épis de blé et de têtes en masque dans les angles comme dans les bas-côtés. À des oiseaux stylisés pouvant rivaliser avec des œuvres modernes succèdent 2 oiseaux réunis par le cou, que l'abbé Picardat désigne sans surprise par l'union. Tête féline, monstrueuse, à museau anguleux, en motif caractéristique, dévorant les bras de centaures ou chimères à longue queue, achevés en feuillage. Ces 2 chimères ont cédé à la tentation et au vice. Les têtes des centaures sont assez bienvenues, mais ne sont pas celles du vocabulaire de Denis. L'épanelage est pourtant celui de Denis. Donc, nous pouvons en déduire qu'il y a eu plusieurs mains à la confection de cette œuvre. Chimères ailées, engoulant des serpents, avec masque diabolique sous les angles, les lignes de perles et l'épanelage brutal rappellent Denis. Symbolise la médisance, sans doute en raison de la langue de vipère, d'après l'abbé Picardat. D'ailleurs, la tête du serpent qui relie les 2 corps se termine par les crochets de la vipère.
dragons ailés avec tête barbue de diable aux angles, barbe conique, 2 petites couronnes de motifs caractéristiques. Il s'agit d'un sujet démarqué d'un chapiteau de Saint-Pierre de Chauvigny. Ces chapiteaux de la nef, nous espérons que vous les regarderez maintenant différemment. Trouvez votre propre signification. Il ne faut pas craindre de trouver des significations aux symboles que les anciens n'avaient peut-être pas entrevus, car c'est la recherche initiatique elle-même qui fonctionne ainsi. Une sculpture symbolique ressuscite dans chaque regard nouveau. Tribune nord. La tour ayant été reconstruite, l'ensemble des chapiteaux anciens est plus réduit que sur la tribune sud. Gérard Fleury pense qu'en raison de cet effondrement, ils ne sont pas forcément à leur place d'origine. Toujours d'après Gérard Fleury, 3 séries sont identifiables. Une série constituée de 2 chapiteaux qui relèvent du style caractéristique issu du chevet de l'abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire. Une autre est constituée de 4 chapiteaux clairement liés à ceux de la tribune sud. Les derniers sont totalement étrangers à toutes les productions encore visibles dans l'abbatiale. Cette dernière série, qui a nécessité des réparations par bloc, présente une patine qui place leur sculpture avant l'effondrement de la tour. Chapiteau double correspondant à 2 colonnettes jumelées, conque à surface feuillagée en faible relief, proche de certains chapiteaux saintongeais issus d'Aulnay. Chapiteau à 4 faces surmontant une colonnette de section quadrilobée, quadrupède ailé à cou et tête d'oiseau prêt à l'envol, tailloir formé d'une frise d'étoiles pyramidales en fort relief. L'abbé Picardat l'interprète comme l'homme, le chrétien vraiment digne de ce nom, qui a compris ses destinées célestes et, loin de s'en effrayer, les regarde en face et avec joie. Chapiteau double correspondant à 2 colonnettes jumelées, corbeille cernée de feuilles en langue concave à surface feuillagée en faible relief. Type berrichon à 3 faces, collerette berrichonne en couronne inférieure, animaux dévorant des humains sous les angles. Sa patine l'authentifie complètement. La partie supérieure a dû être tronquée pour s'adapter au tailloir neuf datant de la reconstruction de la tour. L'abbé Picardat le décrit ainsi. La gueule du monstre, avide de meurtre, happe par le cimier un chevalier, revêtu en partie de ses insignes, dont le corps pend au-dessus d'un bouquet de feuillage. Chapiteau à 4 faces surmontant une colonnette de section quadrilobée. Lion à croupe retournée. L'abbé Picardat cite à leur propos saint Paul. L'homme grossier et animal ne possède plus le sens nécessaire pour percevoir les choses de Dieu. Il interprète les pattes arrière relevées comme le symbole de la lâcheté humaine reculant devant les pentes laborieuses de la perfection. C'est un thème d'origine poitevine, Saint-Nicolas de Poitiers ou Saint-Jean de Montier-Neuf, et que l'on retrouve dans de nombreuses églises du Poitou et du Berry, Saint-Pierre de Chauvigny, Parthenay-le-Vieux, Saint-Savinien de Mel. Chapiteau double, feuilles nervurées pointues sous les angles et en cartouche centrale. Petits enroulements d'angles issus du centre des faces. Enroulement d'angles en éventail de feuilles charnues, prismatiques, descendantes. La couronne inférieure est inspirée de la collerette berrichonne, un astragale médian d'où retombent des feuilles non digitées du type de celle des angles. Tailloir qui attire l'attention par 2 lignes de cônes séparées par une nervure qui se termine à gauche et à droite par des éventails rainurés.
Collerette berrichonne surmontée d'une couronne à feuilles dressées, taillées en creux. La partie supérieure lisse est animée sous les angles par un masque moderne à gauche, par un buste humain en partie retaillé à droite. Tribune sud. Sur 15 chapiteaux, 14 sont considérés comme d'origine par Gérard Fleury. Le premier est un double chapiteau recouvert d'aigles prêts à l'envol. C'est une sculpture naïve. Chapiteau à 4 faces, surmontant une colonnette de section quadrilobée. Cariatide sous chaque angle, avec petite cape demi-circulaire sur les épaules. Précision et réalisme dans la sculpture des vêtements et des cheveux, comme dans l'expression des visages. La baque est échancrée et rainurée de 2 filets, en haut et en bas. Motif caractéristique aux chevelures des Atlantes et aux feuilles des végétaux, garnissant les zones tenant lieu de dais. Tailloir garni de rubans plissés, zigzagant entre de petits cônes percés. Chapiteau de type corinthien à feuilles rondes, motif proche du motif caractéristique. Chapiteau à 4 faces, surmontant une colonnette de section quadrilobée, une couronne de feuilles trilobées en partie inférieure, sur laquelle s'appuie une seconde couronne de feuilles retombantes à la manière d'une collerette berrichonne, mais sans lien apparent. Masque d'angle crachant une langue épaisse et large, chevelure et feuillage avec motif caractéristique. Feuilles à peine recourbées sous chaque angle et frises de petits arbres. Chapiteau double sur colonne jumelée. Feuilles jointes et collerette réduite en partie inférieure. Masque d'angle crachant des feuilles.